Entre 1823 et 1834, 7 hommes blancs de Louisiane ont sombré dans la folie, l'un après l'autre. Tous étaient propriétaires de plantations prospères. Tous possédaient le même esclave. Un homme qu'ils avaient surnommé Josiah le Fouetté à cause des cicatrices qui recouvraient entièrement son dos. Aucun de ces 7 maîtres n'est mort de maladie. Aucun n'a été assassiné, mais tous ont fini leur jour dans des asiles, hurlant le même nom dans leurs cellules capitonnées, le nom d'un homme qui n'a jamais levé la main sur eux. Avant de continuer, abonne-toi à cette chaîne et dis-moi en commentaire de quelle ville tu nous écoutes. Cette histoire va te glacer le sang et j'aimerais savoir combien d'entre vous auront le courage d'aller jusqu'au bout. Nous sommes en Louisiane, dans les années qui suivent le rachat du territoire par les États-Unis. La région est encore profondément marquée par son passé français et espagnol, mais l'esclavage y fonctionne désormais selon les règles implacables du Sud-Américain. Entre la Nouvelle-Orléans et Bâton Rouge s'étendent des dizaines de plantations de coton et de canne à sucre, des domaines immenses où règne une hiérarchie aussi stricte que brutale. Les maîtres blancs vivent dans de grandes demeures à colonnes, entourés de jardins soignés et de vérandas où circule l'air chaud et humide du delta du Mississippi. Ces propriétés majestueuses portent des noms français et créoles, héritage d'une époque révolue, mais encore présente dans l'architecture et les coutumes. Les salons sont ornés de meubles importés d'Europe, les bibliothèques regorgent de volumes reliés en cuir, et les domestiques de maison, souvent métis, servent le café dans de la porcelaine fine. Mais derrière ces façades élégantes, dans les champs qui s'étendent à perte de vue jusqu'au bayou mystérieux, des centaines d'esclaves travaillent du lever au coucher du soleil. La violence y est quotidienne, normalisée, acceptée comme une nécessité économique et sociale. Les châtiments corporels sont monnaie courante. Le fouet est l'instrument principal de cette discipline, pendu ostensiblement près de la porte de chaque plantation, rappel constant de qui détient le pouvoir. L'air est toujours lourd en Louisiane, même en hiver, l'humidité colle à la peau comme une seconde couche, les moustiques pullulent près des marais. La chaleur de l'été devient insupportable, transformant les champs de coton en fournaises où les esclaves s'évanouissent régulièrement. Les contremaîtres, souvent des hommes pauvres blancs qui cherchent à grimper l'échelle sociale, surveillent le travail avec une vigilance obsessionnelle, sachant que leur propre survie économique dépend de la productivité des esclaves qu'ils supervisent. Dans ce contexte, un esclave n'est qu'un bien meuble, un outil de production que l'on peut vendre, échanger, briser. Les registres des plantations de cette époque sont remplis de transactions froidement consignées, prix d'achat, date d'acquisition, capacité de travail, punitions infligées. Ces documents, conservés dans des bureaux poussiéreux, racontent une histoire d'indifférence bureaucratique face à la souffrance humaine. On y trouve des annotations comme « Homme robuste, 28 ans, bon pour les champs » ou « Femme, 32 ans, cuisinière, cicatrice au dos suite à correction nécessaire ». Certains de ces registres mentionnent des esclaves particulièrement résistants, d'autres des esclaves brisés prématurément par le travail ou les châtiments. Il y a des notes sur les tentatives de fuite, toujours suivies de descriptions des punitions infligées pour décourager les autres. Il y a des listes d'enfants nés dans les plantations, leur valeur estimée dès leur naissance. Il y a des calculs précis sur le coût d'entretien d'un esclave comparé à sa productivité. Mais dans les archives de 7 plantations différentes, sur une période de 11 ans, apparaît le même nom, encore et encore. Josiah. Pas Josiah suivi d'un nom de famille, car les esclaves n'en avaient généralement pas. Juste Josiah. Parfois avec une note descriptive, le Fouetté ou l'homme aux cicatrices, ou simplement celui du Mississippi. Ce qui est troublant, ce n'est pas la fréquence à laquelle ce nom change de main. Les esclaves étaient régulièrement vendus, surtout ceux qui posaient problème. Un esclave rebelle, un esclave qui ralentissait le travail, un esclave qui influençait négativement les autres, tous étaient revendus rapidement. Ce qui dérange, c'est le prix.
À chaque transaction, Josiah était vendu pour une fraction de sa valeur initiale. Un homme dans la force de l'âge, décrit comme robuste et capable, aurait dû valoir entre 1200 et 1500 $, parfois plus selon les compétences spécifiques. Josiah changeait de main pour 100 $, parfois moins. Le dernier achat documenté mentionne 15 $, le prix d'un vieil esclave estropié proche de la mort. Et chaque fois, le vendeur insistait dans les actes notariés pour que la vente soit définitive, sans possibilité de retour. C'était inhabituel. Normalement, les vendeurs incluaient des clauses de garantie, promettant de reprendre un esclave défectueux ou malade dans les 30 jours. Mais pour Josiah, ces clauses étaient explicitement exclues. Les notaires qui ont rédigé ces documents ont parfois ajouté des notes marginales, exprimant leur surprise face à cette insistance. Comme si ces hommes, ces maîtres habitués à tout contrôler, avaient désespérément besoin de se débarrasser de lui. La plantation de la Croix, située à environ 30 km au nord de la Nouvelle-Orléans, est l'endroit où tout a commencé. C'était un domaine de taille moyenne, spécialisé dans la culture du coton, avec une centaine d'esclaves et une réputation correcte parmi les propriétaires de la région. La propriété s'étendait sur près de 250 hectares, bordée à l'ouest par un bayou stagnant où les cyprès centenaires créaient des ombres inquiétantes, même en plein jour. Édouard de la Croix, le maître, était un homme de 42 ans, veuf depuis 5 ans, sans enfant. Sa femme était morte en couche, emportant avec elle l'enfant qu'ils espéraient tant. Depuis, de la Croix s'était jeté corps et âme dans la gestion de sa plantation. Il mangeait seul, dormait seul, passait ses soirées à réviser ses comptes dans son bureau lambrissé de chêne. Il gérait sa plantation avec une efficacité reconnue, ni plus cruel ni plus clément que ses voisins. Un homme ordinaire, dans un système ordinaire. Ses domestiques le décrivaient comme distant mais juste, sévère mais prévisible. C'est lui qui a acheté Josiah en 1823 lors d'une vente aux enchères organisée après la faillite d'une plantation du Mississippi. Ces ventes étaient toujours des événements dans la région. Les planteurs s'y rendaient pour faire de bonnes affaires, acheter des esclaves à prix réduit, parfois même des outils ou du mobilier. L'atmosphère était celle d'un marché, avec des hommes blancs qui discutaient, riaient, comparaient les marchandises exposées. Le vendeur était pressé de liquider tous les biens. Il avait perdu sa plantation au jeu, disait-on, et ses créanciers exigeaient un remboursement immédiat. Les esclaves étaient alignés sur une estrade de bois sous le soleil brûlant d'août. Josiah avait environ 25 ans à l'époque. Les documents décrivent un homme de haute stature, environ 6 pieds, au dos entièrement couvert de cicatrices superposées, témoignage de fouettage répété qui devait remonter à des années, peut-être même à son adolescence. Certaines cicatrices étaient anciennes, blanches, presque effacées, d'autres étaient plus récentes, encore rosées, d'où son surnom, le fouetté. Ce qui a attiré l'attention de Delacroix, c'est le prix. Josiah était proposé à un tarif dérisoire, presque suspect. Les autres esclaves partaient pour des sommes normales, parfois même au-dessus du marché. Mais pour Josiah, le vendeur semblait prêt à accepter n'importe quelle offre. Quand Delacroix a demandé pourquoi un tel rabais, pourquoi un homme manifestement robuste et en âge de travailler valait si peu, le vendeur a simplement répondu qu'il préférait s'en débarrasser rapidement, qu'il avait besoin d'argent immédiatement. Il n'a pas dit qu'il y avait un problème. Il n'a pas dit que Josiah était dangereux ou malade. Il a juste insisté sur le fait que la vente serait définitive, sans possibilité de retour, et que Delacroix devrait signer un document attestant qu'il avait été prévenu de cette condition. Delacroix, pensant faire une excellente affaire, a acheté Josiah sans poser plus de questions. Il a signé les papiers, payé en liquide, et est reparti avec son acquisition. Josiah a été enchaîné à un chariot avec 3 autres esclaves nouvellement achetés et transportés jusqu'à la plantation Delacroix. Le voyage a duré 2 jours. Pendant tout ce temps, Josiah n'a pas parlé. Il n'a pas regardé les autres. Il fixait simplement l'horizon, immobile même quand le chariot heurtait des ornières sur la route poussiéreuse. Pendant les 3 premiers mois, tout s'est passé normalement. Josiah travaillait au champ comme les autres.
Il ne se plaignait jamais. Il ne protestait pas. Il ne parlait presque jamais d'ailleurs. Certains esclaves racontaient qu'il était muet, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Il répondait quand on lui adressait la parole, mais ses réponses étaient brèves, presque mécaniques. « Oui, maître. Non, maître. Tout de suite, maître. » Sa voix était douce, presque inaudible, comme s'il économisait chaque mot. Les contremaîtres notaient qu'il était obéissant, qu'il accomplissait ses tâches sans rechigner. Son rythme de travail était constant, ni particulièrement rapide, ni particulièrement lent. Il ne cherchait pas à impressionner, mais il ne traînait jamais non plus. Il faisait exactement ce qu'on lui demandait, ni plus ni moins. Pourtant, quelque chose dérangeait, difficile à définir. Peut-être était-ce son regard, un regard qui ne baissait jamais complètement, qui ne montrait ni peur, ni colère, ni résignation. Juste une attention froide, constante, patiente. Les autres esclaves gardèrent leur distance. Pas ouvertement, car ils savaient que toute division visible entre eux serait exploitée par les maîtres. Mais subtilement, ils évitaient de travailler trop près de Josiah. Ils ne mangeaient pas à côté de lui le soir, dans les quartiers des esclaves. Quand on leur demandait pourquoi, ils haussaient les épaules, incapables d'expliquer. Il y avait juste quelque chose, une sensation, comme si Josiah n'était pas tout à fait là, comme si une partie de lui existait ailleurs, dans un endroit où personne ne pouvait le suivre. Une vieille femme esclave, qui travaillait aux cuisines de la grande maison depuis 40 ans, a dit un jour à une domestique: « Cet homme-là, il a déjà traversé la mort, il est revenu, mais il a laissé quelque chose de l'autre côté. Et ce quelque chose, il le garde en lui maintenant. C'est pour ça qu'on ne peut pas le regarder trop longtemps. Parce qu'on voit ce trou, ce vide, où devrait être son âme. » La domestique a rapporté ces paroles superstitieuses à la gouvernante, qui les a balayées d'un geste. Les esclaves avaient toujours ce genre d'histoire, ces croyances venues d'Afrique ou créées dans le désespoir de leurs conditions. Cela ne voulait rien dire. Et puis, un matin de juin 1823, Édouard de la Croix a donné l'ordre de fouetter Josiah. Le motif était insignifiant, un panier de coton renversé dans l'allée entre les rangées. Peut-être un geste maladroit, peut-être un moment d'inattention, ou simplement le mauvais moment. Les punitions corporelles n'avaient pas besoin de justifications élaborées. Elles faisaient partie du système, des rappels réguliers de qui détenait le pouvoir. Un contremaître avait vu le panier renversé, avait demandé qui était responsable, et Josiah avait simplement dit « moi », sans excuse, sans explication, juste l'admission d'un fait. Josiah a été attaché au poteau de fouettage, une colonne de bois épais plantée au centre d'une petite cour derrière les écuries, un endroit où tous les esclaves pouvaient voir ce qui se passait. Ses bras ont été levés au-dessus de la tête et attachés avec des cordes rugueuses qui mordaient dans ses poignets. Sa chemise a été arrachée, exposant son dos. Et quel dos! Les cicatrices se superposaient en couches, comme une carte topographique de la douleur. Certaines étaient fines comme des fils, d'autres larges comme des doigts. Certaines formaient des croix, d'autres des lignes parallèles. Un témoignage silencieux de toutes les fois où Josiah avait été puni par d'autres maîtres dans d'autres plantations pendant des années. Les autres esclaves ont été rassemblés pour assister à la punition, comme c'était la coutume. Ils se tenaient en demi-cercle, silencieux, regardant le sol pour la plupart. Certains des plus jeunes jetaient des coups d'œil furtifs, morbidement curieux. Les plus vieux gardaient les yeux fermés, ayant vu cette scène trop de fois déjà. Delacroix lui-même a pris le fouet, un instrument en cuir tressé avec des lanières qui s'effilochaient en plusieurs cordes à leur extrémité. C'était important, pensait-il, de montrer qu'il n'avait pas peur de salir ses propres mains, que la discipline ne venait pas seulement des contremaîtres, mais du maître lui-même. Il a fait quelques gestes d'échauffement, soupesant le fouet, le faisant claquer dans l'air une fois pour tester sa résistance. 10 coups. C'était la sentence annoncée. Une punition modérée pour une faute mineure. Le premier coup a claqué dans l'air humide du matin. Le son était sec, violent, comme une branche qui se brise.
La lanière a frappé le dos déjà marqué de Josiah, traçant une nouvelle ligne rouge sur les anciennes cicatrices. Le corps de Josiah a absorbé l'impact sans résistance, comme de l'eau qui accepte une pierre. Il n'a pas crié, il n'a pas gémi. Son corps s'est à peine crispé. Ses mains, attachées au-dessus de sa tête, ne se sont pas refermées en poing. Ses jambes ne se sont pas pliées. Le deuxième coup, le troisième, le quatrième. Toujours pas un son, pas même un souffle laborieux. Les autres esclaves commençaient à échanger des regards inquiets. Même les plus endurcis gémissaient habituellement, au moins un peu. C'était naturel, c'était humain. C'est au cinquième coup qu'Édouard Delacroix a commencé à se sentir mal à l'aise. Ce n'était pas normal, ce silence. Il regardait le dos de Josiah, voyait la chair se déchirer sous les coups, voyait le sang commencer à perler le long des anciennes cicatrices. Mais Josiah restait parfaitement immobile, parfaitement silencieux, comme si la douleur ne l'atteignait pas, comme si elle glissait sur lui sans laisser de traces, absorbée par ce vide que la vieille femme avait mentionné. Delacroix a frappé plus fort. Sixième coup, septième. Le fouet sifflait dans l'air avant de s'abattre avec un bruit mouillé sur le dos sanglant. Des gouttes de sang commençaient à éclabousser le sol poussiéreux. Toujours rien. Pas un tremblement. Pas un souffle irrégulier. Pas même une contraction involontaire des muscles. Au huitième coup, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Les esclaves qui regardaient ont commencé à détourner les yeux. Pas par pitié pour Josiah, mais par malaise face à Delacroix. Car c'était le maître maintenant, qui semblait souffrir. Son visage était devenu rouge, luisant de sueur. Ses gestes perdirent de leur assurance, devenaient maladroits, désespérés. Sa respiration était lourde, saccadée. Il frappait non plus pour punir, non plus pour maintenir la discipline, mais pour arracher une réaction, n'importe laquelle. Un cri, une supplication, un regard de haine. Quelque chose qui prouverait que Josiah était encore humain, encore accessible, encore dominable. Neuvième coup, dixième coup. Le dernier s'est abattu avec une violence particulière, toute la frustration de Delacroix concentrée dans ce geste final. Josiah a été détaché. Les contremaîtres ont coupé les cordes qui le maintenaient au poteau. Ses bras sont retombés le long de son corps. On s'attendait à ce qu'il s'effondre, que ses jambes cèdent sous lui. Mais non, ses jambes ne tremblaient pas. Il s'est redressé lentement, avec une dignité terrible, et a remis sa chemise déchirée sur ses épaules ensanglantées. Le tissu a immédiatement commencé à se teinter de rouge, mais Josiah ne semblait pas le remarquer. Et avant de retourner au champ, avant de rejoindre les rangs de coton qui attendaient, il a levé les yeux vers Delacroix. Ce n'était qu'un instant, 2 secondes, peut-être 3. Mais dans ce regard, Delacroix a vu quelque chose qui l'a glacé jusqu'aux os. Pas de la haine, pas de la douleur, pas même du mépris. C'était pire que tout cela. C'était de l'indifférence. Une indifférence totale, absolue, cosmique. Comme si Delacroix n'existait pas vraiment. Comme si tout ce qui venait de se passer n'avait aucune importance. Comme si Delacroix n'était qu'un acteur temporaire dans un drame qui dépassait infiniment sa compréhension. Comme si Josiah savait quelque chose que Delacroix ignorait encore. Ce soir-là, Édouard Delacroix n'a pas dîné. Il a refusé le plateau que la gouvernante avait préparé, un ragoût d'agneau qu'il aimait habituellement. Il s'est enfermé dans son bureau, a demandé qu'on ne le dérange pas sous aucun prétexte. Ses domestiques ont entendu des bruits étranges derrière la porte. Des murmures d'abord, comme s'il parlait à quelqu'un. Mais il était seul. Puis des objets qu'on déplace, des livres qu'on feuillette avec frénésie, des tiroirs qu'on ouvre et referme. Vers minuit, tout est devenu silencieux. Un silence pesant, épais, qui a mis les domestiques mal à l'aise. Ils ont hésité à frapper à la porte, à vérifier si le maître allait bien. Mais l'ordre avait été clair, ne pas déranger. Le lendemain matin, Delacroix est descendu pour le petit déjeuner avec un visage défait. Il n'avait manifestement pas dormi. Ses yeux étaient rouges, cernés de noir. Ses cheveux, habituellement soigneusement peignés en arrière, partaient dans toutes les directions.
Sa cravate était mal nouée. Ses mains tremblaient légèrement en portant sa tasse de café à ses lèvres et le liquide noir débordait sur la soucoupe de porcelaine blanche. Quand sa gouvernante, une femme d'âge mûr qui travaillait pour lui depuis 15 ans, lui a demandé avec inquiétude s'il allait bien, il a répondu d'une voix blanche, presque inaudible, qu'il avait simplement mal dormi, que ce n'était rien, qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Mais ce n'était pas vrai. Et dans les jours qui ont suivi, cela est devenu évident pour tout le monde. Delacroix a commencé à donner des ordres contradictoires. Il convoquait les contremaîtres le matin pour leur expliquer le travail de la journée, détaillant précisément quels champs devaient être récoltés, quels esclaves devaient être assignés à quelle tâche. Puis il les rappelait 1 heure plus tard, agités, insistant pour qu'ils oublient tout ce qu'ils venaient de dire, que c'était une erreur, qu'il fallait faire exactement le contraire. Les contremaîtres, habitués à une gestion rigoureuse et cohérente, se regardaient avec confusion. Que se passait-il avec le maître? Il oubliait les rendez-vous avec ses acheteurs de coton. Des hommes d'affaires venus de la Nouvelle-Orléans attendaient pendant des heures dans le salon, buvant du café froid, avant que quelqu'un ne les informe que M. Delacroix ne pouvait pas les recevoir aujourd'hui. Certains repartaient en colère, menaçant de trouver d'autres fournisseurs. D'autres, plus compréhensifs, demandaient si le maître était malade, s'il avait besoin d'un médecin. Et puis, il y avait les promenades nocturnes. Delacroix se levait au milieu de la nuit, descendait pieds nus, en chemise de nuit, et se rendait au champ. Les contremaîtres qui assuraient la surveillance nocturne le trouvaient errant entre les rangées de coton, une lanterne à la main, inspectant les plants comme s'il cherchait quelque chose de spécifique. Quand on lui demandait ce qu'il faisait, il répondait vaguement qu'il vérifiait la qualité de la récolte. Mais ses yeux étaient ailleurs, fixés sur un point invisible dans l'obscurité. Les domestiques chuchotaient qu'il parlait tout seul dans sa chambre, qu'il l'entendait à travers la porte, menant des conversations entières avec un interlocuteur imaginaire, qu'il appelait un nom. Toujours le même, Josiah, parfois comme une question, parfois comme une accusation, parfois comme une supplication. Au début, on a pensé qu'il était simplement surmené. Les plantations exigeaient une gestion constante et Delacroix était seul depuis la mort de sa femme. Mais quand il a commencé à négliger sa propre apparence, à ne plus se raser, à porter les mêmes vêtements plusieurs jours d'affilée, les inquiétudes se sont accrues. Et puis il y a eu l'incident du miroir. Un matin, 3 semaines après le fouettage, la gouvernante est entrée dans la chambre de Delacroix pour ouvrir les volets. Elle a trouvé tous les miroirs de la pièce retournés face au mur ou recouverts de draps. Quand elle a demandé pourquoi, Delacroix a explosé de rage. Il a hurlé qu'elle devait faire la même chose dans toute la maison. Tous les miroirs, tous les objets réfléchissants, tout ce qui pouvait renvoyer une image. Il a dit qu'il ne supportait plus de se voir, qu'à chaque fois qu'il se regardait, il voyait autre chose, quelqu'un d'autre, derrière lui, qui le regardait, qui attendait. La gouvernante, terrifiée, a obéi. Tous les miroirs de la maison Delacroix ont été voilés ou retournés. Les visiteurs qui venaient encore voir le maître repartaient troublés, racontant qu'il avait l'air d'un fantôme, qu'il sursautait au moindre bruit, qu'il regardait constamment par-dessus son épaule. Et Josiah continuait à travailler au champ, imperturbable, silencieux, obéissant. 2 mois après le fouettage, Édouard Delacroix a convoqué un notaire. Il voulait vendre Josiah. Immédiatement. Le notaire, surpris, a demandé pourquoi il souhaitait se séparer d'un esclave en pleine force de l'âge. Delacroix n'a pas donné de raison cohérente. Il a juste insisté pour que la vente se fasse rapidement et que l'acheteur accepte une clause stipulant qu'aucun retour ne serait possible. Le prix demandé était ridicule. 120 $ pour un homme qui en valait plus de 1000. Un planteur voisin, un certain Tobias Hargrove, a sauté sur l'occasion. Il connaissait la réputation de Delacroix et pensait que ce dernier traversait simplement une mauvaise passe financière. Acheter un esclave à ce prix était une aubaine. Les papiers ont été signés en septembre 1823.
Josiah a été transféré à la plantation Hargrove le jour même. Delacroix a insisté pour qu'il parte immédiatement. Il ne voulait pas qu'il passe une nuit de plus sur ses terres. Quand Josiah a quitté la propriété, enchaîné à un chariot qui l'emmenait vers son nouveau maître, il n'a pas regardé en arrière. Il n'a montré aucune émotion. Mais Édouard Delacroix, lui, l'a regardé partir depuis la fenêtre de son bureau. Et selon les domestiques, il a pleuré. Pendant 3 jours, Delacroix a semblé aller mieux. Il s'est rasé. Il a mangé normalement. Il a même ri une fois, un rire nerveux mais réel, comme si un poids énorme venait d'être retiré de ses épaules. Puis, le 4e jour, on l'a retrouvé dans les écuries. Il avait pris tous les fouets de la plantation, tous les instruments de punition corporelle, et les avait brûlés dans un brasier improvisé. Puis il s'était assis au milieu des cendres, les mains brûlées, et avait commencé à se lacérer le dos avec un morceau de métal rouillé. Quand les contremaîtres l'ont maîtrisé, il hurlait qu'il devait comprendre, qu'il devait savoir ce que ça faisait. Ce que Josiah ressentait. Pourquoi Josiah ne ressentait rien? Il a été conduit chez un médecin, puis, devant l'aggravation de son état, à l'asile de la Nouvelle-Orléans. Là, il a passé les 9 dernières années de sa vie, enfermé dans une cellule, répétant sans cesse le même nom. Josiah, Josiah, Josiah. Il est mort en 1832, émacié, le regard vide, le dos couvert de cicatrices qu'il s'était infligées lui-même. Tobias Hargrove était un homme pratique. Il ne croyait ni aux superstitions, ni aux histoires de malédiction. Quand on lui a parlé de l'étrange déclin de Delacroix, il a haussé les épaules. L'homme avait toujours été fragile, disait-il. La solitude l'avait rongé. Cela n'avait rien à voir avec un esclave. Josiah est arrivé à la plantation Hargrove fin septembre 1823. C'était un domaine plus grand que celui de Delacroix, avec près de 200 esclaves et une production de canne à sucre florissante. Hargrove dirigeait son exploitation d'une main de fer. Il était connu pour sa discipline stricte, mais aussi pour une certaine équité. Il ne punissait pas par plaisir, mais par nécessité, selon sa propre logique. Josiah a été assigné au champ de canne. Le travail était épuisant, les journées longues, mais il l'accomplissait sans broncher. Comme toujours, il parlait peu. Il répondait aux ordres. Il ne causait aucun problème. Hargrove a d'abord été satisfait de son acquisition. Il se félicitait même d'avoir fait une si bonne affaire. Un esclave robuste, obéissant pour une fraction du prix normal. Il plaignait presque Delacroix d'avoir été assez stupide pour s'en séparer. Mais après quelques semaines, quelque chose a commencé à déranger Hargrove. Pas quelque chose de tangible, pas quelque chose qu'il pouvait nommer ou expliquer, c'était juste une sensation. Une impression persistante que quelque chose n'allait pas. Il a remarqué que les autres esclaves évitaient Josiah. Pas ouvertement. Ils ne refusaient pas de travailler avec lui. Mais ils ne lui parlaient jamais. Ils ne le regardaient jamais dans les yeux. Quand Josiah entrait dans les quartiers des esclaves le soir, les conversations s'arrêtaient. Un silence étrange, lourd, s'installait jusqu'à ce qu'il reparte. Hargrove a interrogé ses contremaîtres. Josiah causait-il des problèmes? Non, monsieur. Était-il violent avec les autres? Non, monsieur. Paresseux? Absolument pas. Alors quel était le problème? Les contremaîtres ne savaient pas quoi répondre. Ils disaient juste que Josiah les mettait mal à l'aise, qu'il y avait quelque chose de dérangeant dans sa façon de les regarder. Pas de façon insolente, pas de façon menaçante, juste dérangeant. Hargrove a décidé de voir par lui-même. Un matin de novembre, il s'est rendu au champ où Josiah travaillait. Il l'a observé pendant 1 heure, caché derrière un bosquet. Josiah coupait la canne avec des gestes précis, réguliers, efficaces. Rien d'anormal. Et pourtant, Hargrove a eu la sensation troublante que Josiah savait qu'il était là, qu'il savait qu'on l'observait. Même s'il ne tournait jamais la tête, même s'il ne modifiait pas son rythme de travail, il y avait quelque chose dans sa posture, dans la tension de ses épaules, qui trahissait une conscience aiguë de la présence d'Hargrove.
Ce soir-là, Hargrove a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait auparavant. Il s'est rendu au quartier des esclaves sans prévenir. Il voulait voir comment Josiah se comportait quand il se croyait seul. Ce qu'il a découvert l'a profondément troublé. Josiah était assis sur un bout de bois à l'écart des autres. Il ne mangeait pas. Il ne parlait à personne. Il fixait simplement le sol devant lui, immobile, les mains posées sur ses genoux, pendant des heures, sans bouger, sans cligner des yeux, comme s'il attendait quelque chose. Les semaines ont passé. Hargrove a essayé d'oublier ce malaise, de se concentrer sur la gestion de sa plantation. Mais il se surprenait à penser à Josiah de plus en plus souvent, à se demander ce qui se passait dans la tête de cet homme, à essayer de comprendre ce silence, cette absence apparente d'émotion. Un soir de décembre, incapable de se retenir plus longtemps, Hargrove s'est rendu au quartier des esclaves et a demandé à voir Josiah. Les autres se sont écartés en silence. Josiah s'est levé et a suivi Hargrove jusqu'à une petite remise éloignée, où il pouvait parler sans être entendu. Hargrove a posé des questions. D'où venait Josiah? Qui étaient ses précédents maîtres? Combien de fois avait-il été vendu? Josiah répondait avec cette même voix neutre, mécanique. Il ne mentait pas, mais il ne donnait que les informations strictement nécessaires. Oui, il avait eu plusieurs maîtres. Non, il ne savait pas exactement combien. Oui, il avait été fouetté de nombreuses fois. Hargrove a demandé, presque malgré lui, « Pourquoi tu ne cries jamais? Quand on te fouette, pourquoi tu ne cries pas ?» Pour la première fois, Josiah a levé les yeux vers Hargrove. Et dans ce regard, il n'y avait rien. Aucune douleur, aucune résignation, aucune colère. Juste un vide profond, insondable. « Parce que ça ne sert à rien, maître, » a répondu Josiah d'une voix douce. « Vous frappez parce que vous avez besoin de frapper, pas parce que j'ai besoin de crier. » Cette phrase a hanté Hargrove pendant des jours. Il ne parvenait pas à l'oublier. Il se réveillait la nuit en y pensant. Il la répétait dans sa tête pendant ses repas. Vous frappez parce que vous avez besoin de frapper. Qu'est-ce que cela signifiait? Que Hargrove était cruel? Qu'il prenait plaisir à infliger la douleur? Non, il punissait parce que c'était nécessaire. Parce que c'était le seul moyen de maintenir l'ordre. N'est-ce pas? Mais alors pourquoi cette phrase le tourmentait-elle autant? Si cette histoire te donne des frissons, mets un like et dis-moi en commentaire ce que tu penses qu'il va se passer. Crois-moi, ce n'est que le début. En janvier 1824, Tobias Hargrove a commencé à commettre des erreurs. Pas de grandes erreurs, pas de décisions catastrophiques, juste des petits oublis, des distractions. Il signait des contrats sans les lire attentivement. Il oubliait de payer ses fournisseurs à temps. Il se disputait avec ses acheteurs pour des raisons insignifiantes. Sa femme, Margaret, s'inquiétait. Elle lui demandait s'il était malade, s'il voulait consulter un médecin. Hargrove refusait. Il allait bien, disait-il. Il était juste fatigué, beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Mais Margaret savait que ce n'était pas que cela. Elle voyait comment son mari regardait par la fenêtre, perdu dans ses pensées. Comment il sursautait quand on lui adressait la parole. Comment il passait des heures enfermé dans son bureau, sans travailler, juste assis dans son fauteuil, les yeux dans le vague. Un soir, elle lui a demandé directement « Qu'est-ce qui ne va pas, Tobias? Qu'est-ce qui te ronge ainsi ?» Hargrove a hésité. Puis, dans un moment de faiblesse, il a avoué « C'est Josiah, je n'arrête pas de penser à lui. » Margaret a froncé les sourcils. « L'esclave que tu as acheté à Delacroix? Celui qui te cause des problèmes? » « Non, » a répondu Hargrove d'une voix étrange. « C'est justement ça, il ne cause aucun problème. Aucun. Il est parfait, trop parfait. Et ça me rend fou. » Il a marqué une pause, cherchant ses mots. « Quand je le regarde, Margaret, j'ai l'impression de me voir. Non, pire que ça. J'ai l'impression de voir ce que je suis vraiment. Sans les excuses, sans les justifications. Juste ce que je suis. » Margaret ne comprenait pas. Elle a essayé de le rassurer, de lui dire que c'était simplement du surmenage, qu'il devait se reposer,
Mais Hargrove ne l'écoutait plus. Il était déjà retourné dans ses pensées, dans ce labyrinthe mental où il se perdait de plus en plus. Les semaines suivantes ont été un lent naufrage. Hargrove a commencé à boire. Pas beaucoup au début, juste un verre de whisky le soir, pour s'aider à dormir, puis 2 verres, puis 3, puis la bouteille entière. Il négligeait sa plantation. Les contremaîtres prenaient des décisions sans le consulter. Les comptes devenaient chaotiques. Les acheteurs commençaient à se plaindre de la qualité du sucre produit. Et pendant tout ce temps, Josiah continuait à travailler. Imperturbable, silencieux, parfait. En mars 1824, quelque chose a basculé définitivement dans l'esprit de Hargrove. Il s'est réveillé un matin avec une idée fixe. Il devait fouetter Josiah. Il devait le voir réagir. Il devait briser ce masque d'indifférence. Il devait comprendre. Il a ordonné qu'on amène Josiah au poteau de fouettage. Quand les contremaîtres ont demandé pour quelle raison, Hargrove a explosé. Parce que je le dis. Parce que c'est mon esclave et que je fais ce que je veux. Josiah a été attaché. Hargrove a pris le fouet. Margaret, alertée par les cris, est sortie sur la véranda. Elle a supplié son mari d'arrêter de rentrer à la maison, de se calmer. Mais Hargrove ne l'entendait pas. Le premier coup est tombé. Puis le deuxième. Le troisième. Hargrove frappait avec une rage désespérée, comme s'il essayait d'extraire quelque chose de Josiah. Une réaction. Un cri. N'importe quoi. Mais Josiah restait silencieux. Même quand le sang a commencé à couler le long de son dos, même quand sa peau s'est déchirée sous les coups répétés, même quand les autres esclaves, témoins de la scène, ont détourné les yeux, incapables de supporter plus longtemps ce spectacle. Hargrove a frappé 20 fois, 30 fois. Il a perdu le compte. Ses bras lui faisaient mal. Son souffle était court. Et Josiah ne disait rien. Finalement, épuisé, Hargrove a laissé tomber le fouet. Ses mains tremblaient. Son visage était couvert de larmes et de sueur. Il a regardé Josiah, espérant voir enfin quelque chose dans ses yeux. De la haine peut-être, ou de la satisfaction d'avoir brisé son maître. Mais il n'y avait rien. Josiah le regardait avec la même indifférence qu'à l'ordinaire. Comme si rien de tout cela n'avait d'importance. Comme si Hargrove n'avait aucun pouvoir sur lui. Hargrove a hurlé. Un hurlement de frustration pure, de rage impuissante. Puis, il s'est effondré à genoux, sanglotant comme un enfant. Ce soir-là, il a tenté de se pendre dans sa chambre. Margaret l'a trouvé à temps. Les médecins l'ont saigné, lui ont administré des calmants. Mais rien n'y faisait. Hargrove parlait sans cesse de Josiah, de son regard, de son silence, de ce qu'il représentait. « Il me montre qui je suis », répétait-il encore et encore. « Il me montre la vérité, et je ne peux pas le supporter. » En avril 1824, moins de 7 mois après l'avoir acheté, Tobias Hargrove a vendu Josiah pour $80 à un planteur du nom de Samuel Whitfield. Hargrove n'a jamais retrouvé sa santé mentale. Il est mort 2 ans plus tard, dans son lit, le regard fixe, murmurant le nom de Josiah jusqu'à son dernier souffle. Margaret a fait brûler tous les fouets de la plantation. Elle a libéré certains esclaves âgés et s'est retirée à la Nouvelle-Orléans, où elle a vécu dans une quasi-réclusion jusqu'à sa propre mort, 20 ans plus tard. Samuel Whitfield était un homme différent. Plus jeune que Delacroix et Hargrove, seulement 32 ans, il appartenait à une nouvelle génération de planteurs. Il avait étudié en Virginie, lu les philosophes des Lumières et se considérait comme un propriétaire éclairé. Il traitait ses esclaves, disait-il, avec une certaine humanité. Pas de châtiment excessif, une nourriture correcte, des conditions de vie décentes. Quand il a acheté Josiah en avril 1824, il ignorait tout de l'histoire des 2 précédents maîtres. Hargrove n'avait rien dit. Il voulait simplement se débarrasser de Josiah le plus vite possible. Whitfield a accueilli Josiah dans sa plantation comme il accueillait tous ses nouveaux esclaves, avec un discours sur les règles, les attentes et les conséquences en cas de désobéissance. Josiah a écouté en silence, a hoché la tête,
et est parti travailler. Pendant les premières semaines, Whitfield a été satisfait. Josiah était exactement ce qu'il cherchait. Un travailleur efficace, discret, qui ne causait aucun problème. Il se félicitait même d'avoir fait une si bonne affaire. Mais lentement, presque imperceptiblement, quelque chose a commencé à changer dans l'esprit de Whitfield. Ce n'était pas quelque chose de dramatique. Pas de crise soudaine, pas d'effondrement spectaculaire. C'était plus subtil que cela, plus insidieux. Whitfield a commencé à se poser des questions qu'il ne s'était jamais posées auparavant. Des questions sur la nature de l'esclavage, sur la moralité de posséder un autre être humain, sur le droit qu'il avait, lui, Samuel Whitfield, de décider du destin de centaines de personnes. Au début, il écartait ses pensées. C'était de la faiblesse, se disait-il. De l'influence des abolitionnistes du Nord. Il était un homme pratique. L'esclavage était une nécessité économique. Sans lui, le Sud s'effondrerait. Mais les questions revenaient, encore et encore, particulièrement quand il voyait Josiah. Car Josiah, avec son silence, avec son regard vide, avec son obéissance parfaite, incarnait toute l'horreur du système. Il ne se rebellait pas. Il ne protestait pas. Il acceptait tout. Et c'était précisément cette acceptation qui rendait tout insupportable. Whitfield a commencé à écrire dans un journal intime, des pages et des pages de réflexions tourmentées. Il se demandait ce qui se passait dans l'esprit de Josiah. Est-ce que Josiah ressentait encore quelque chose? Est-ce que le système l'avait tellement brisé qu'il n'était plus vraiment humain? Ou, au contraire, est-ce qu'il ressentait tout, mais avait simplement appris à ne rien montrer? Et si c'était le cas, qu'est-ce que cela faisait de Whitfield? Un maître bienveillant comme il aimait se considérer? Ou simplement un tortionnaire plus subtil qui causait une souffrance invisible mais tout aussi réelle? Ces questions l'ont rongé pendant des mois. Il ne dormait plus correctement. Il ne mangeait plus avec appétit. Il s'isolait de sa famille, passait des heures enfermé dans son bureau, à écrire, à réfléchir, à essayer de trouver une justification morale à ce qu'il faisait. En septembre 1824, Whitfield a pris une décision radicale. Il allait affranchir Josiah, lui donner sa liberté. C'était le seul moyen de soulager sa conscience, le seul moyen de prouver qu'il était différent des autres maîtres. Il a convoqué Josiah dans son bureau et lui a annoncé la nouvelle. Josiah a écouté sans réagir. Whitfield attendait une expression de joie, de gratitude, de soulagement. Mais Josiah a simplement hoché la tête et demandé, de sa voix neutre habituelle, « Quand est-ce que je pars, maître ?» Cette réaction a brisé quelque chose en Whitfield. Il s'était attendu à ce que Josiah montre enfin une émotion, qu'il révèle qu'il était encore capable de ressentir quelque chose. Mais non, même face à la liberté, Josiah restait indifférent. Whitfield a demandé, la voix tremblante, « Tu n'es pas content, tu ne comprends pas ce que ça signifie ?» Josiah l'a regardé longuement. Puis il a dit avec une lenteur délibérée, « La liberté ne change rien à ce que je suis, maître. Elle ne change rien à ce que vous êtes non plus. » Whitfield n'a jamais signé les papiers d'affranchissement. Au lieu de cela, il a vendu Josiah 3 jours plus tard, pour $60, à un homme nommé Cornelius Vanderberg. Samuel Whitfield a sombré dans l'alcoolisme. Il a perdu sa plantation 2 ans plus tard, ruiné par ses mauvaises décisions et son incapacité à se concentrer. Il est mort en 1829 dans une pension minable de la Nouvelle-Orléans, le foie, détruit par l'alcool. Son journal intime a été découvert après sa mort. Les dernières pages étaient remplies du même mot, écrit encore et encore, jusqu'à ce que l'encre bave et devienne illisible. Josiah. Cornelius Vanderberg, le 4e maître, était un homme brutal. Contrairement à Whitfield, il ne se posait aucune question morale. Les esclaves étaient des biens. Point final. Il les traitait avec la même dureté qu'il traitait ses mules ou ses outils. Il a acheté Josiah en septembre 1824, attiré par le prix dérisoire.
Quand on lui a demandé pourquoi Josiah était si bon marché, il a ri et répondu qu'il s'en fichait. S'il y avait un problème, il le réglerait à coups de fouet. Pendant les premiers mois, Vanderberg a effectivement fouetté Josiah, régulièrement. Parfois pour une raison, parfois juste parce qu'il en avait envie. Il voulait établir sa domination, montrer qui était le maître. Josiah ne réagissait jamais. Il prenait les coups en silence, se relevait, retournait travailler. Au début, Vanderberg trouvait cela satisfaisant. Il se félicitait d'avoir brisé cet esclave étrange dont les précédents maîtres avaient eu peur. Il racontait à ses amis que Josiah était désormais parfaitement docile, qu'il savait qui commandait. Mais peu à peu, cette satisfaction s'est transformée en malaise. Car même si Josiah obéissait, même s'il ne protestait jamais, il y avait quelque chose dans son regard qui mettait Vanderberg mal à l'aise. Une sorte de patience, une attente, comme si Josiah savait que Vanderberg allait craquer. Comme si ce n'était qu'une question de temps. Et Vanderberg a effectivement craqué, mais pas comme les autres. Pas par culpabilité ou par remords, par peur pure. Car Vanderberg a commencé à voir des choses, des ombres qui bougeaient à la périphérie de sa vision. Des silhouettes qui disparaissaient quand il tournait la tête. Il entendait des bruits la nuit, des pas dans les couloirs, des respirations derrière les portes. Il savait que c'était impossible. Il savait que c'était dans sa tête, mais il ne pouvait pas s'empêcher d'y penser, d'avoir peur, de vérifier constamment derrière lui, sous son lit, dans les armoires. En janvier 1825, Vanderberg a vendu Josiah pour $40. Il a dit à l'acheteur que l'esclave était maudit, que quiconque le possédait finissait par devenir fou. L'acheteur a ri. Il ne croyait pas aux malédictions. Vanderberg a déménagé dans une autre région de Louisiane, mais les ombres l'ont suivi. Les bruits aussi. Il a passé les dernières années de sa vie barricadé dans sa maison, armé d'un fusil, tirant parfois sur des fantômes que lui seul pouvait voir. Il est mort en 1828, tué par un de ses propres esclaves lors d'une révolte. Mais les esclaves juraient qu'ils ne l'avaient pas touché, qu'il était déjà mort quand ils étaient entrés dans la maison, que son cœur avait simplement cessé de battre, de peur. Entre 1825 et 1834, Josiah a eu 3 autres maîtres. Chacun a suivi le même schéma, avec des variations dans les détails, mais une constance troublante dans le résultat final. Le 5e maître, un homme nommé Ézéchiel Drummond, était un prédicateur baptiste qui possédait une petite plantation. Il croyait fermement que l'esclavage était justifié par la Bible, que c'était une institution divine. Il traitait ses esclaves avec une sévérité qu'il considérait comme juste et nécessaire. Josiah est arrivé chez lui en février 1825. Drummond, informé des rumeurs qui circulaient, a décidé de sauver l'âme de Josiah. Il l'a forcé à assister aux prêches, à prier, à lire la Bible. Josiah obéissait. Il priait quand on le lui ordonnait. Il lisait les passages qu'on lui désignait. Mais il le faisait avec la même indifférence qu'il mettait dans toutes ses actions. Cela a rendu Drummond fou de rage. Il ne supportait pas que Josiah reste impassible face à la parole de Dieu. Il voyait cela comme une insulte, comme un défi à sa foi. Il a redoublé d'efforts, prêchant pendant des heures, fouettant Josiah pour chasser le démon qui l'habitait. Mais Josiah ne changeait pas, et lentement, Drummond a commencé à douter, pas de Josiah, de lui-même, de sa foi. Si Dieu était juste, pourquoi permettait-il cela? Pourquoi permettait-il qu'un homme soit brisé à ce point? Pourquoi permettait-il l'esclavage lui-même? Ses doutes ont rongé Drummond. Il a perdu sa foi. Il a cessé de prêcher. Il a vendu Josiah en août 1825 pour $30 et a quitté la Louisiane. On dit qu'il est devenu abolitionniste, qu'il a passé le reste de sa vie à se battre contre l'esclavage. Mais il n'a jamais retrouvé la paix. Il est mort en 1833 dans un asile du Massachusetts, en proie à des visions terrifiantes. Le 6e maître, Luther Chambers, était un homme d'affaires pragmatique.
Il ne s'embarrassait pas de considérations morales ou religieuses. Il achetait des esclaves pour faire du profit. Point final. Josiah n'était qu'un investissement parmi d'autres. Mais Chambers a fait une erreur. Il a voulu comprendre pourquoi Josiah était vendu si bon marché. Il a enquêté. Il a contacté les précédents maîtres, ou du moins ceux qui étaient encore en vie et capables de parler. Ce qu'il a appris l'a glacé, car les histoires étaient cohérentes, trop cohérentes pour être de simples coïncidences. 7 hommes, tous planteurs respectables, tous propriétaires d'esclaves depuis des années, avaient sombré dans la folie après avoir possédé Josiah. Certains avaient parlé de culpabilité, d'autres de peur, d'autres encore de vision ou d'obsession. Chambers, rationnel, a cherché une explication logique. Peut-être y avait-il quelque chose dans le comportement de Josiah qui provoquait cela. Une maladie mentale contagieuse, une forme de manipulation psychologique. Il a observé Josiah pendant des semaines, il a noté tous ses faits et gestes, il a parlé avec lui, essayé de le comprendre. Mais Josiah restait une énigme. Il travaillait, il obéissait, il ne parlait presque jamais. Et quand il le faisait, ses réponses étaient toujours brèves, neutres, dénuées de toute émotion. Chambers a fini par conclure que le problème ne venait pas de Josiah, mais des maîtres eux-mêmes. Quelque chose dans l'indifférence de Josiah, dans son silence, dans son acceptation totale de sa condition, forçait les hommes à se confronter à ce qu'ils étaient réellement. Et ils ne supportaient pas cette confrontation. Chambers pensait qu'il était différent, qu'il était assez fort mentalement pour résister à cet effet. Il avait tort. En décembre 1826, après 1 an et 4 mois de possession, Chambers a commencé à avoir des crises d'angoisse. Il se réveillait la nuit, le cœur battant, incapable de respirer. Il voyait Josiah partout, dans ses rêves, dans les reflets des fenêtres, dans les ombres de sa chambre. Il a vendu Josiah en janvier 1827 pour $20. Puis il a liquidé toute sa plantation et est parti pour le nord. Il a survécu plus longtemps que les autres, mais il est mort en 1834, dans un accident bizarre. Il s'est jeté devant un chariot en marche, en pleine rue à New York. Les témoins ont dit qu'il avait l'air de fuir quelque chose que lui seul pouvait voir. Le 7e et dernier maître a été un homme du nom de Jacob Pettigrew. Il a acheté Josiah en février 1827 pour $15. C'était un homme cruel, connu pour sa brutalité excessive, même selon les standards de l'époque. Il fouettait ses esclaves pour le moindre écart, parfois jusqu'à la mort. Quand il a entendu les rumeurs sur Josiah, il a ri. Il a dit qu'il allait briser ce mythe une fois pour toutes, qu'il allait montrer que Josiah n'était qu'un homme comme les autres, et qu'avec assez de violence, n'importe qui pouvait être soumis. Pettigrew a fouetté Josiah presque tous les jours, pas pour le punir, juste pour le briser, pour lui arracher une réaction, un cri, une supplication, n'importe quoi. Mais Josiah ne réagissait jamais, et plus Pettigrew frappait, plus il se sentait impuissant, car il réalisait lentement que la violence ne lui donnait aucun pouvoir sur Josiah, que malgré toute la douleur qu'il infligeait, Josiah restait intact. Pas physiquement, son corps était détruit, mais son esprit, sa volonté, quelque chose en lui demeurait inaccessible. Pettigrew est devenu obsédé. Il a négligé sa plantation, sa famille, tout. Il ne pensait plus qu'à Josiah, à le briser, à le détruire, mais c'était lui qui se détruisait. En juillet 1828, Pettigrew a sombré dans une rage meurtrière. Il a battu Josiah pendant des heures, jusqu'à ce que ses propres mains soient ensanglantées et brisées. Puis, épuisé, il s'est effondré. Quand il s'est réveillé le lendemain matin, il a trouvé Josiah debout devant lui, vivant, debout, regardant Pettigrew avec la même indifférence qu'à l'ordinaire. Quelque chose s'est cassé définitivement dans l'esprit de Pettigrew à ce moment-là. Il a hurlé. Il a couru hors de la plantation. On l'a retrouvé 3 jours plus tard, errant dans les marais, nu, le corps couvert de boue et de sang. Il parlait tout seul, riait, pleurait.
Il a été interné dans l'asile de la Nouvelle-Orléans. Il y est resté jusqu'à sa mort, en 1834. Les gardiens racontaient qu'il passait ses journées à se frapper lui-même, comme s'il essayait de comprendre quelque chose, comme s'il essayait de ressentir ce que Josiah ressentait. Après la vente de Josiah par Pettigrew en août 1828, quelque chose d'étrange s'est produit. Josiah a disparu. Il n'y a plus aucune trace de lui dans les registres des plantations. Aucune vente, aucun achat, aucune mention dans les archives publiques, comme s'il avait simplement cessé d'exister. Certains ont dit qu'il était mort, que son corps, trop abîmé par des années de torture, avait finalement cédé. D'autres ont murmuré qu'il s'était échappé, qu'il avait rejoint les esclaves fugitifs dans les bayous, ou qu'il était parti vers le nord par le chemin de fer clandestin. Mais il y a une autre théorie, une théorie plus troublante, qui dit que Josiah n'a jamais vraiment existé, que c'était un fantôme, un mythe, une création collective de l'esprit torturé des planteurs du Sud. Mais cette théorie ne tient pas, car les documents sont là, les actes de vente, les registres, les témoignages des esclaves qui ont travaillé avec lui. Josiah était réel, il a vraiment existé. Ce qui reste inexpliqué, c'est comment il a survécu, comment un homme peut endurer ce qu'il a enduré et rester sain d'esprit. Ou peut-être n'était-il pas sain d'esprit. Peut-être que ce que les maîtres ont pris pour de l'indifférence était en réalité quelque chose de beaucoup plus sombre. Une forme de folie froide, silencieuse, qui consumait tout sur son passage. Ou peut-être que Josiah était simplement un miroir qui reflétait la vérité que les maîtres ne voulaient pas voir, la vérité sur ce qu'ils étaient, sur ce qu'ils faisaient, sur le système qu'ils perpétuaient. Et quand on se regarde vraiment dans un miroir, quand on voit vraiment ce qu'on est, sans phare, sans excuse, sans justification, parfois, on ne peut pas le supporter. Dans les années qui ont suivi, les histoires sur Josiah sont devenues des légendes. Les esclaves se les racontaient à voix basse, dans les quartiers, la nuit. Ils disaient que Josiah était un esprit vengeur, envoyé pour punir les maîtres cruels, que quiconque le possédait était condamné à la folie. Mais les esclaves qui avaient réellement connu Josiah racontaient une histoire différente. Ils disaient que Josiah n'était pas un esprit, qu'il était juste un homme qui avait découvert une vérité terrible, que la seule façon de survivre à l'esclavage était de ne plus rien ressentir, de se vider de toute émotion, de toute humanité, de toute réaction. Et en faisant cela, il était devenu quelque chose de plus terrifiant que n'importe quel fantôme. Il était devenu un rappel constant de ce que l'esclavage faisait aux gens, de comment il les détruisait, aussi bien les esclaves que les maîtres. Les 7 hommes qui ont possédé Josiah sont tous morts fous. Leurs plantations ont été vendues, divisées, oubliées. Leurs familles ont été dispersées, ruinées, marquées par la honte. Leurs noms, autrefois respectés, sont devenus synonymes de folie et de malédiction. Et quelque part, peut-être dans les bayous de Louisiane, peut-être dans les rues du Nord, peut-être nulle part et partout à la fois, Josiah continue d'exister. Pas comme un homme, pas comme un fantôme, mais comme une question que personne ne veut vraiment poser et encore moins répondre. Qu'est-ce qui reste d'un homme quand on lui enlève tout? Qu'est-ce qui reste quand la douleur devient tellement constante qu'elle cesse d'avoir un sens? Qu'est-ce qui reste quand on a été brisé tellement de fois qu'on ne peut plus être brisé? La réponse est peut-être dans le regard de Josiah. Ce regard vide, indifférent, patient. Ce regard qui hante encore ceux qui entendent son histoire. Ce regard qui dit « Je suis toujours là, j'attends ». Et un jour vous comprendrez, il y a un dernier détail. Un détail qui n'apparaît que dans un seul document, un vieux registre d'asile découvert dans les archives de la Nouvelle-Orléans en 1932. Une note écrite par un médecin datée de 1834. Le médecin y raconte avoir reçu la visite d'un ancien esclave, un homme grand, au dos couvert de cicatrices. L'homme lui a demandé s'il pouvait voir les patients de l'asile.
Le médecin, intrigué, lui a demandé pourquoi. L'homme a répondu qu'il voulait voir ses anciens maîtres, qu'il voulait savoir s'ils allaient bien. Le médecin a refusé. Il a ordonné à l'homme de partir, mais avant de s'en aller, l'homme a dit quelque chose. Une phrase que le médecin a notée dans son registre. Une phrase qu'il a relue encore et encore pendant des années, sans jamais la comprendre vraiment. Je ne leur ai jamais voulu de mal. Je voulais juste qu'ils voient, qu'ils comprennent ce que c'est de ne plus être humain. Le médecin n'a pas noté le nom de cet homme, mais il a dessiné un petit symbole à côté de la note, un fouet, enroulé sur lui-même, comme un serpent qui attend. Tu viens d'entendre l'histoire de Josiah le fouetté. Mais est-ce vraiment arrivé? Les documents existent, les témoignages aussi. 7 hommes sont morts fous. C'est un fait historique vérifiable. Alors, qu'est-ce qui a vraiment causé leur folie? Un homme brisé qui a trouvé un moyen silencieux de se venger? Ou simplement le poids de leur propre conscience, reflété dans le regard vide d'un esclave qui ne ressentait plus rien? Dis-moi en commentaire ce que tu en penses. Crois-tu que cette histoire soit vraie? Abonne-toi si tu veux découvrir d'autres mystères sombres de l'histoire. Et partage cette vidéo avec ceux qui, comme toi, ne peuvent plus détourner le regard. Car parfois, la vérité est plus terrifiante que n'importe quelle légende. Et Josiah le savait.